Alors, je m'appelle Katoudjaï Palais, j'ai 37 ans et j'ai deux enfants. J'ai été diagnostiquée d'un lymphome Hodgkin en... Si j'ai bien les dates, je me souviens pas très bien, mais il me semble que c'était en avril 2016. Donc, il faut savoir que le lymphome Hodgkin, c'est un cancer qui touche essentiellement le sang. Donc, on va dire que c'est le cousin de la leucémie. Voilà. Ok. Et il existe deux types de lymphomes. Alors, le lymphome hodgkinien et le lymphome non hodgkinien. Le non hodgkinien qui est plus dangereux, on va dire, qui est très difficile à soigner. Donc, j'ai été diagnostiquée en avril, il me semble, ouais, avril 2016, à la suite de différents examens. Donc, ça a commencé tout bête, en fait. Je toussais beaucoup et je transpirais beaucoup la nuit, je perdais du poids. Et j'étais un peu sceptique à d'aller voir un médecin parce que je me disais, bon, c'est juste une pneumonie ou un truc de ce genre qui va se régler très rapidement. Et finalement, quand j'ai fait les premiers examens, on m'a dit non, mais il faut plus pousser. Vous avez de l'eau dans les poumons, c'est pas normal. On m'a orienté vers un hématologue à l'hôpital Henri Dupuy. Ah non, Victor Dupuy, pardon, à Argenteuil. Et c'est là où j'ai vu un spécialiste hématologue qui m'a fait faire un TEP scanner, en fait. C'est un examen, un scanner où on nous injecte un produit et qui met en surbrillance les cellules cancérigènes. Donc voilà, après une batterie de tests d'une durée de 1 mois et demi à peu près, le verdict est tombé. Donc c'était un lymphome Hodgkin au stade 5, donc pratiquement le dernier stade, quoi, parce que les poumons étaient attaqués, la vésicule était attaquée, donc tout ce qui est médiastin aussi, et le foie aussi. Donc il fallait immédiatement commencer les traitements de chimiothérapie adaptés. Alors c'est assez particulier parce que je suis allée avec ma marraine ce jour-là, je me sentais pas très bien et je me disais non, je sais que elle sera d'un bon réconfort s'il arrive quelque chose. Donc quand je suis allée voir l'hématologue, du moins le cancérologue d'abord, qui avait les résultats, il m'a pas vraiment fait une annonce parce que c'est une infirmière spéciale qui fait une annonce. Lui, il m'a juste dit, OK, madame, vous avez le cancer un lymphome Hodgkin de type 4, 5. Donc, on va vous orienter vers un hématologue qui va vous suivre. Voilà. Donc, je pense que comme toute personne, déjà que moi, dans ma famille, on a eu beaucoup de décès par rapport au cancer du sein. Et c'était déjà ça, la lentise de se dire que encore une personne de plus qui a un cancer et potentiellement peut aller à la mort. Et donc finalement, la nouvelle était plutôt très difficile à gérer. C'est-à-dire, je veux dire que quand c'est arrivé, quand il me l'a annoncé, je pense que j'ai fait un blackout. J'étais, c'est comme si une bulle se fermait en fait. Je n'entendais plus ce qu'il disait. Je, J'étais ailleurs. Voilà, je commençais à me dire, mince, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop jeune, je venais à peine d'avoir 30 ans, quoi. Je suis trop jeune pour mourir. J'ai un petit garçon de 3 ans, j'ai encore plein de choses à faire. Je veux pas, voilà. Il y a plein de questions qui passent par la tête. Et à un moment donné, bah, on est dans son espace, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Et puis, j'ai envie de dire que le milieu médical, c'est leur travail, mais ils ont l'habitude d'annoncer ce genre de choses. Donc, il n'y a pas d'empathie. C'est OK, vous êtes malade. Voilà. Oui, oui. Alors, Donc, quelque part, mais ouais. Ma marraine, justement, qui était là dans tous les aspects de ma vie, euh, elle était plus choquée que moi. Je pense que quand on est sorti de là, j'ai, j'ai pleuré, mais j'ai envie de dire que je me suis vite ressaisie. C'est elle qui était un peu plus en panique, voilà, elle ne savait pas quoi faire. mm, Et donc, on va dire que c'est moi un peu qui l'ai rassurée. Se dire que bon, on va voir ce qui va se passer et puis on verra comment les choses vont avancer, quoi. Alors, il faut savoir que mon type de cancer, bon, j'ai envie de dire qu'il est moins grave que les cancers hormonaux. Parce que les cancers hormonaux, il peut être souvent fatal.
Et moi, l'hématologue que j'avais rencontré, il m'avait justement assez rassurée que oui, vous savez, il y a 80 de réussite de guérison, tout va bien se passer. Heu, il m'a posé la question si j'avais été enceinte, si j'avais un enfant. Je dis: «Oui, bah, alors ça va être les mêmes effets, indésirables, nausées, tout ça». Donc je me disais: «Bon, ça va, je vais gérer, si ce n'est que ça». Et donc pendant tout mon traitement, j'ai fait alors la première partie de mon traitement, j'ai fait 6 mois. Donc j'allais en hôpital de jour à Argenteuil, donc j'étais suivie, chimiothérapie, j'étais bien suivie, bien encadrée, les infirmières étaient aux soins. Hem, Elles m'administraient en général, bon, le protocole, donc c'est vrai que c'est pas facile à l'hôpital parce qu'on est dans un environnement où tout est médicalisé. Heu, on est un peu seul parce que bon, on peut être accompagné, mais bon, c'est c'est assez protocolaire. Donc ça a été je pense que ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est vrai qu'en termes d'accompagnement à la maison, il y en a pas eu du tout. La seule chose auquel j'ai pu bénéficier, c'est les aides de domicile, les aides ménagères, parce qu'à l'époque, mon compagnon, bah, c'est lui qui faisait le garde-malade, quoi. Donc il faisait et son rôle de papa et le rôle de conjoint et le rôle de garde-malade parce que étant à la maison, c'est lui qui devait tout assurer. Alors, dans mes souvenirs, je lui en ai reparlé encore, il me dit: «Ah beh, je m'en souviens plus», mais dans mes souvenirs, c'était la sexualité en elle-même, elle ne se posait pas parce que, je n'avais pas l'envie. Parce que quand je rentrais de chimiothérapie, j'étais, complètement cassée. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, je n'avais la force pour rien, quoi. Il me fallait à peu près une semaine. Sur 2 jours de traitement, il me fallait une semaine de récupération. Après, je n'avais pas d'envie particulière, mais quand ça arrivait, voilà, c'était plus ou moins après les chimiothérapies, donc la semaine après la «remise» entre guillemets, la remise, au pied quoi, sur pied quoi. Alors déjà que oui, il le vivait en tant que conjoint et «garde-malade» entre Oui, oui, tout guillemets. à fait. Il le vivait, il se prenait pas la tête dessus, en fait. Il se prenait pas la tête, se disait pas qu'il faut en fait, il n'y pensait pas. Parce qu'il était focalisé sur: «Je dois l'aider, je dois faire mon travail, je dois l'accompagner», donc voilà. Waouh, c'est très compliqué parce que, mon fils à l'époque, il avait 3 ans, je crois, 3 ans, oui, et il était quand même en âge de voir les choses, donc il venait me voir à l'hôpital et ce qui le frustrait souvent, c'est que alors, après 6 mois de protocole, j'ai fait une rechute. Donc en fait, on revenait au début. Donc après, on a dû doubler les chimiothérapies, donc doubler la toxicité des médicaments, ce qui fait que j'étais hospitalisée une semaine. Et donc pendant une semaine, j'étais, très faible, donc nourrie par sonde et cetera. Et en général, ce qui se passait, c'est que j'étais, cloisonnée. Je ne pouvais recevoir personne parce que j'étais, sujette, à la moindre petite, infection pouvait, être fatale. Donc ce qui fait que, bah, mon fils, on était très liés, sachant que bon, à l'époque, je l'allaitais et j'ai dû arrêter l'allaitement brutalement. Donc comme on était très fusionnels sur ce côté-là, il n'a pas trop compris et le voir, à travers la vitre et pas pouvoir me toucher. J'ai pas vraiment pu le préparer parce qu'à cet âge-là, ils ne comprennent pas encore. C'est en grandissant, lui, il a des souvenirs. Il se souvient: «Ah maman, tu sais, quand tu avais pas de cheveux», voilà, donc à cette époque-là, il pouvait pas vraiment comprendre l'impact que cette maladie pouvait avoir entre lui et moi. Mais plus il grandissait, beh, plus je lui expliquais, ce par quoi j'étais passée et puis, maintenant, il a eu un stade où il était vraiment toujours inquiet de savoir si j'allais toujours être malade. Donc c'était aussi là
mon rôle de le rassurer que non, justement, que les médecins faisaient leur maximum pour, justement éviter que maman ne retombe plus malade. Alors l'après j'appelle ça souvent l'après-cancer parce que finalement le médecin après, quand on a passé, 1 an et demi de traitement, on est suivi, tous les 6 mois pour savoir si, tout va bien, il y a pas de problème. Hem, le médecin m'a dit de continuer ma vie, voilà, de ne pas y penser. Mais en tant que femme, en tant que patiente, c'est toujours une épée de Damoclès, en fait, parce qu'on ne sait pas si, en faisant votre examen de 6 mois ou de 1 an, s'il va y avoir quelque chose. Donc on est toujours en stress à chaque fois qu'il faut faire cet examen-là. Mais j'ai pu me consacrer à beaucoup de choses, donc j'ai pu réaliser des choses que je voulais réaliser avant ou et que je retardais toujours parce que bon, je me disais: j'ai le temps» et finalement, j'ai pu concrétiser beaucoup de projets et ça m'a donné la pêche, ça m'a donné la motivation et je pense que c'est ça le plus important. Le après, ça nous montre vraiment qu'on est passé par une étape, par une période de sa vie où c'est très, très, très difficile, mais vraiment D'accord. très difficile. Une période de dépression, la période de dépression et Bah ensuite, reprise en main? Moi, j'ai pas eu de dépression en tant que telle. On va dire que j'ai plus eu de la peur de ne pas rester en vie Mmh. et en général, je prends maintenant toutes les choses de façon positive. Si ça arrive, c'est tant mieux, ça n'arrive pas, c'est aussi tant mieux. Donc c'était pas fait pour arriver. Donc j'essaie de ne pas me mettre la pression et puis, voilà. Alors, je pense que le plus important, c'est mes 2 enfants. Je pense que c'est ça qui me motive le plus parce que bon, malheureusement, je me suis séparée du papa de mon fils et j'ai rencontré le papa de ma fille et je pense que la chose la plus importante, c'est les voir grandir, me dire qu'il y a d'autres personnes que j'ai perdues dans mon entourage aussi qui étaient malades de cancer et chaque fois que j'apprends un décès, ça me brise toujours le cœur, mais je me dis: «Bah, moi, je suis là, quoi». Donc je pense que c'est mes enfants qui me motivent le plus. C'est un peu Mmh. c'est un peu la même chose. Alors, au-delà de mes enfants, je pense qu'il y a aussi ma motivation propre à moi, ce que je veux faire demain, ce que j'organise comme, projet de ma vie de demain. Donc, chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque fois que je m'endors, je me dis: «Voilà, un jour de passé, demain c'est un nouveau jour avec plein de challenges, mais on va encore y arriver». Mmh. Donc c'est Super. ça. Mais on n'a pas vraiment un message particulier parce que chacun vit sa maladie à sa manière, mais étant passé par là, j'ai envie de dire, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut jamais, tant que c'est pas le dernier souffle de sa vie, il ne faut pas baisser les bras parce que la vie est tellement courte, on s'en rend compte quand on passe à côté de la mort, quoi. Et puis on se dit, mais autant profiter, se donner à fond, ne pas regretter les choses. Et même si on est malade, et qu'on n'a pas d'espoir, il faut se dire il y a quelque chose de plus grand qui contrôle. Donc moi, je dis toujours, le positif attire le positif. Tout est dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est celui qui prime le plus sur la guérison. Et les médecins le disent, hein, c'est 70% de mental. Donc voilà, il faut toujours s'accrocher et puis se dire que demain, c'est un autre jour.